Bien, nous avons le plaisir d'accueillir M. Goé aujourd'hui et je vous remercie d'être présent. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons. Rapidement, vous avez été juriste spécialisé en droit public. Vous avez été directeur adjoint et ensuite directeur de l'UNAPI de 80 à 2002. Donc vous connaissez un peu notre mouvement. Vous avez également été délégué interministériel aux personnes handicapées de 2002 à 2009 et président du Conseil national consultatif des personnes handicapées de 2009 à 2012. Inspecteur général des affaires sociales depuis 2009 et votre dernière mission, vous êtes aujourd'hui détaché auprès du défenseur des droits comme adjoint en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité depuis 2014. Et c'est à ce titre que j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui à l'Union départementale, parce que nous avons quelques questionnements, quelques inquiétudes sur différents sujets que sont la politique du handicap, sur la société inclusive, sur la politique de l'autonomie qui va de pair avec l'inclusion, sur les listes d'attente évidemment, et puis enfin les deux derniers points, c'est sur l'avancée en âge des personnes que nous accueillons, et enfin l'handicap psychique. Alors il me paraissait intéressant d'avoir votre point de vue, et puis de pouvoir échanger. Donc je vous laisse la parole et peut-être qu'après on pourra ouvrir les débats avec l'assistance. Merci. Merci Monsieur le Président pour votre invitation, pour les quelques mots que vous venez de tenir. Bonjour à chacune et à chacun et merci pour cette occasion que j'ai de revenir à un endroit où je suis venu souvent. Quand j'étais directeur général de l'UNAPI, puis je suis revenu d'ailleurs il n'y a pas bien longtemps, quand on a fêté les 10 ans de la loi de 2005, et en particulier on était allé en Belgique, on avait été à la MDPH, etc., etc. Et c'est toujours avec plaisir que je reviens dans cette région qui en fait est la région de ma mère. Donc j'y ai une forme d'empathie et de fidélité. En vous écoutant ce matin, et en assistant à l'inauguration, en quelque sorte, des nouveaux locaux, je me disais, au fond, une association, c'est quoi? Et une association, c'est un lieu de solidarité et d'amitié. Je pense qu'il faut commencer par là. Une association, c'est un instrument de représentation et de défense. Une association, c'est un moyen. Une association, elle est partie à une négociation et à la construction d'un accord. Une association, elle gère et elle a des responsabilités. Elle a donc des responsabilités devant les acteurs publics et l'opinion publique, d'ailleurs. C'est tout ça. Mais si on traduit tout ça par le positionnement de l'association dans notre société, une association, c'est un acteur de la vie politique. D'ailleurs, le discours du président du conseil départemental en est un témoignage. C'est un acteur économique, c'est un acteur social. C'est très important qu'il y ait des mouvements ayant cette caractéristique, car on les écoute dans la mesure aussi de leur représentativité, mais de la part qu'ils prennent dans la vie collective locale. Parce que c'est un débat récurrent, ça. Je pense que c'est extrêmement important. En plus, ce sont des lieux de savoir-faire que parfois on ne trouve pas dans d'autres endroits. C'est un partenaire des pouvoirs publics, c'est un acteur économique, c'est un acteur social. Et une association, c'est un moyen de progrès. S'il faut faire une évaluation de ce qu'étaient les premiers papillons blancs et de ce que l'on est devenu aujourd'hui, on parlait ce matin de Madame Tamboise, on pourrait le mesurer. C'est un moyen de progrès, c'est un lieu de rencontre et d'union entre les générations. Ça doit être une priorité, ça d'ailleurs. Et puis c'est un cadre pour les relations entre des familles, des personnes handicapées et des problèmes et des professionnels. C'est beaucoup de choses finalement une association comme celle-ci.
Et ça explique le rôle et la place que les associations peuvent tenir. Ça, c'est vraiment ce que m'ont inspiré mes contacts et mes échanges de ce matin avec les participants à cette inauguration. C'est un acteur local important, une fédération d'associations. Alors ensuite, vous avez eu la gentillesse de rappeler mes étapes professionnelles. À l'UNAPI, j'ai participé à l'expression de la demande. Comme délégué interministériel aux personnes handicapées, j'ai participé à la construction de la réponse. Comme inspecteur général des affaires sociales, j'ai pu vérifier si on appliquait ce qui avait été accordé ou pas. Et comme adjoint du défenseur des droits, eh bien, je rétablis, j'essaye en tout cas, de rétablir, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, de rétablir les personnes en situation de handicap, les associations, les familles, etc., dans leurs droits. Donc ça n'a pas du tout été prémédité quand j'avais 20 ans, mais finalement, voilà le déroulé de ma vie professionnelle. Alors, je vais vous dire un mot sur le défenseur des droits. Je ne suis pas sûr qu'il est toujours bien connu et bien compris dans ce qu'il est et dans ce que l'on peut obtenir de lui. D'abord, c'est une autorité administrative indépendante, de nature constitutionnelle. C'est une structure qui a été créée à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2008. Et la loi organique qui régit cette institution a été adoptée en 2011. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, c'est le regroupement d'un certain nombre d'acteurs qui existaient antérieurement. Et c'est le regroupement de quoi? C'est le regroupement du médiateur de la République, qui avait été créé en 1973. Et souvenez-vous qu'à l'époque, quand on voulait recourir au médiateur de la République, il fallait obtenir l'intermédiaire d'un parlementaire. La tradition institutionnelle française n'est pas semblable à celle des pays, notamment anglo-saxons ou scandinaves. Depuis la Révolution française, l'idée qui domine, c'est que le premier défenseur des droits, c'est l'élu. Alors qu'une autorité indépendante, il en existait une en Turquie depuis très longtemps. Oui, c'est vrai que si on regarde la Turquie d'aujourd'hui, on peut se poser la question, mais il n'empêche qu'il y avait l'équivalent d'un ombudsman en Turquie au XIVe siècle. Au Moyen-Âge, en Espagne, il y avait des défenseurs du peuple. Chez nous, c'est très récent, puisque, comme je vous le dis, la première institution qui a été créée, elle l'a été en 1973. Donc, c'est le regroupement de la défenseure des enfants, de la déontologie de la sécurité, c'est-à-dire les relations entre les citoyens et les forces de l'ordre, l'accès aux services publics et aux organismes sociaux, et puis la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Ça, c'est l'héritage de l'ancienne HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Donc, la première chose importante, c'est que cette institution de la République, c'est le regroupement de toutes ces structures-là antérieures. Ensuite, sachez qu'il y a un siège de 250 collaborateurs, 3/4 de juristes et 1/4 de sociologues, et il y a 500 délégués sur le terrain. Et dans cette région, vous avez beaucoup de délégués. Et ces délégués, 100 d'entre eux sont référents handicap. Ils sont généralistes, mais en plus, ils se sont spécialisés dans la question du handicap. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez sur cette institution, c'est que n'importe qui peut saisir l'institution, soit sur son site, soit en lui écrivant, soit en prenant rendez-vous avec un de ses délégués. Chaque délégué fait une permanence d'une journée. Vous avez les permanences dans les mairies, les maisons du droit, etc., etc. Et il m'est arrivé de faire plusieurs permanences avec des délégués du Nord. J'aime bien faire des permanences. C'est pas moi qui reçois les gens, etc. Je suis là. On me présente d'ailleurs comme étant un délégué stagiaire. Comme ça ne crée pas d'équivoque. Mais c'est très important d'entendre ce qui peut se dire. Et surtout de tout ce que nos concitoyens ont du mal à dire quand ils sont dans des difficultés. Ces délégués, par l'expérience qui est la leur, comprennent ce que l'interlocuteur ne peut pas dire. Je n'ai pas le temps d'illustrer, mais à l'homme, quand je suis venu, où vraiment la question sociale est primordiale, quand je suis allé à l'homme, j'ai constaté à quel point il y avait des choses que des gens malheureux ne peuvent pas dire et qu'il est important de déceler
dans les propos qu'ils tiennent et l'attitude qu'ils adoptent. Alors, sachez qu'aujourd'hui, la première cause de saisine du handicap, nous avons 145 000 contacts chaque année. Le siège et les délégués. Alors, des contacts très divers, des demandes de renseignements, des demandes de rendez-vous, des saisines, etc. 145 000. Donc, si on discute nos budgets, on saura quoi répondre. Parce que vous savez que c'est le problème aujourd'hui. Hein. Bon. Alors, la première cause de saisine du défenseur, c'est le handicap. C'est la première fois depuis que l'institution existe que c'est le handicap. Jusque-là, c'était l'origine, et depuis 2017, c'est le handicap. C'est presque le quart des saisines. Et c'est tout d'abord dans l'emploi. Accès dans l'emploi, maintien dans l'emploi, évolution de carrière, adaptation des postes de travail, on est saisi sur tout ça. C'est le handicap, l'âge, l'état de santé, la vulnérabilité. Il y a 25 critères de discrimination prohibés par la loi. C'est ce que le Parlement a décidé. C'est la France qui en a le plus de critères. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui se chevauchent, peu importe, mais ça crée des problèmes de visibilité. Pour terminer sur la présentation de cette institution, sur la base des saisines qui nous parviennent, nous pouvons dégager des observations d'ordre général et constater que l'on est souvent saisi du même sujet. Quand on observe que l'on est saisi sur le même sujet, on peut formuler des avis, prendre des décisions, etc. Et je vais attirer votre attention sur une décision, un avis. Première décision, les administrations centrales font très bien leur travail. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas travailler entre elles. Donc vous avez des statistiques du travail, vous avez des statistiques des affaires sociales, vous avez des statistiques de l'éducation nationale, vous avez tout ça. Bon. Tout ça n'est pas croisé, tout ça n'est pas rapproché. Or, si on veut qu'il y ait une politique du handicap dans notre pays qui soit bien inspirée, il faut que l'on ait une vision de ce qu'est la situation globale de la question du handicap dans notre pays. Donc, nous avons pris une décision et nous avons interrogé les ministères qui sont concernés par la politique du handicap et on leur dit, 1, dites-nous ce que vous avez comme statistiques, 2, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on puisse croiser ces statistiques. Si on veut une politique du handicap cohérente, il faut avoir une idée de la situation globale de la population handicapée, dans sa diversité, dans la pluralité de ses besoins et de ses situations. Ça, c'est un exemple. Mais nous pouvons aussi émettre des avis. Par exemple, quand le Parlement engage un travail sur un sujet qui concerne le handicap, le Parlement peut demander l'avis du défenseur des droits. Et si quelquefois le Parlement oublie de lui demander, il demande à être auditionné, c'est de droit, on ne peut pas le lui refuser. Et j'attire votre attention sur l'avis que l'on a rendu sur la loi Elan, et sur la question de l'accessibilité. C'est une loi, sur ce plan-là, c'est une loi imbécile. C'est une loi qui nous fait reculer de plusieurs décennies. Quand on pense que la France rétablit dans sa législation un quota de logements accessibles, alors que la France a adopté une des lois les plus en avance en Europe, c'est la loi du 11 février 2005, et qu'elle a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui dit que l'accessibilité universelle doit être une exigence absolue. C'est d'autant plus une exigence absolue que nous gagnons en espérance de vie, mais nous gagnons en risque de dépendance accrue, et que par conséquent, il convient de concevoir le logement moderne. Bon, nous avons un vieux patrimoine, mais qu'au moins le logement moderne soit conçu selon les règles de l'accessibilité universelle. La loi Elan, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, c'est une loi de recul sur ce plan-là. C'est une loi de recul. On a également on réalise des guides. Alors, si vous avez un guide sur l'aménagement raisonnable, si vous avez des questions sur le sujet, j'approfondirai, mais je ne veux pas être trop long dans mon introduction. Donc, si vous avez des questions sur le concept d'aménagement raisonnable, qui est le concept qui s'applique pour qu'une embauche en milieu ordinaire de travail puisse être mise en œuvre. Vous pourrez poser toutes les questions. On a fait aussi un guide sur la capacité juridique,
que nous allons compléter, puisque comme vous le savez, en matière de capacité juridique, de tutelle, de curatelle, la France est un peu en retard. Elle est davantage sur la posture de la protection que sur la posture de la décision accompagnée, qui est ce que nos engagements internationaux, notamment la Convention internationale, recommandent. Vous en avez aussi un de guide sur l'emploi des personnes, des femmes handicapées. Les femmes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés pour l'accès à l'emploi pour deux raisons. Parce qu'elles sont handicapées et parce qu'elles sont femmes. Donc ce que les sociologues appellent l'intersectionnalité, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs causes pour que l'on soit victime de discrimination, c'est un système auquel on a de plus en plus recours. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'institution. Donc n'hésitez pas à la saisir collectivement ou individuellement quand vous estimez qu'il y a des atteintes aux droits, que les dispositifs législatifs ou réglementaires qui sont discutés et adoptés portent atteinte aux droits. N'hésitez pas. Alors, nous ne sommes pas des juges, nous sommes des médiateurs. C'est-à-dire que quand on nous saisit, on regarde si on est compétent. Si on est compétent, on regarde si le dossier est complet ou si on a besoin d'autres éléments. Et à ce stade-là, on n'a pas d'opinion. On prend acte de ce que le réclamant nous signale et nous demande, et ensuite, on s'adresse aux mises en cause. Le réclamant pouvant être d'ailleurs une personne physique ou une personne morale. Une association peut nous saisir. Et puis ensuite, on demande au réclamant ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en pense, etc., etc. Et notre pratique est celle du contradictoire. Nous n'avons pas d'opinion a priori, nous ne sommes pas des juges. Et notre principe, c'est celui du règlement amiable. Nous sommes des médiateurs. Mais ça peut aller loin, hein. Il y a quelqu'un qui, depuis 10 ans, ferraillait pour être réparé dans les préjudices qu'il avait subis dans le cadre de son emploi. Il a obtenu 250 000 euros de dommages et intérêts, de réparation. La moyenne que nous mettons pour traiter un dossier, la moyenne, c'est entre 4 mois et 11 mois. Donc c'est plus rapide que la justice. Les réclamants peuvent considérer que ça reste encore assez long, mais ça, c'est le problème du contradictoire et de nos relations avec les mises en cause. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne cette institution. N'hésitez pas à y recourir, encore une fois, individuellement ou collectivement. Pour en arriver très directement à la question du handicap, je voudrais mettre sur la table plusieurs éléments. La première, c'est que, et ça vous le retrouvez dans la loi de 2005 et dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Au fond, aujourd'hui, les textes identifient deux causes à la production du handicap. Deux causes. La première, c'est là où les déficiences qu'une personne peut connaître, avec toutes les formes de déficience qui peuvent exister. Et la deuxième cause de la production du handicap, c'est l'inadaptation de l'environnement. Donc, vous avez principalement deux causes à l'existence d'un handicap. Déficience, ça, c'est ce qui est personnel. Inadaptation de l'environnement, ça, c'est ce qui est collectif. Donc, le dispositif législatif et réglementaire, le dispositif politique, il doit répondre à ces deux causes qui produisent du handicap. Ça, c'est objectif. C'est ce que les personnes en situation de handicap, au-delà de tous les discours, vivent au quotidien, sont confrontées à ces deux réalités. Donc, la fonction de la loi, la fonction de l'action administrative, c'est de répondre à ces deux causes qui sont à l'origine de l'existence d'un handicap ou de plusieurs handicaps. Et cette réponse, elle est, en ce qui concerne la déficience ou les déficiences individuelles, dans la compensation. Et tout ce qui relève de l'inadaptation de l'environnement trouve sa réponse dans l'accessibilité. Donc, l'équation de la production du handicap, déficience, inadaptation de l'environnement, l'équation de la réponse à cette première équation, c'est la compensation et l'accessibilité. Et ce que l'on attend des politiques publiques, ce que le défenseur des droits attend dans les fonctions qui sont les siennes,
qui consiste à veiller à ce que les textes internationaux et nationaux soient respectés. C'est que l'on réponde de manière efficace et continue à ces deux facteurs qui sont à l'origine d'un handicap. D'ailleurs, on retrouve bien dans ces deux facteurs des origines en termes de termes. Dans le sport, quand il y a un concurrent qui souffre d'un certain manque de compétences, on crée un handicap. Mais le handicap, c'est de lui permettre, par exemple, au coureur de commencer sa course un petit peu plus loin. C'est ça la compensation. C'est ça la compensation. Le handicap, c'est ça qui est essentiel. Toutes les politiques publiques qui s'appuient sur des discours, et il y en a beaucoup, sur des discours qui oublient ces deux équations, sont, en ce qui me concerne, et c'est depuis que je suis rentré à l'UNAPI, sont des discours dont je me méfie. La deuxième caractéristique de la politique du handicap dans notre pays, c'est que dans 90% des cas, elle a pour origine les intéressés eux-mêmes. Les parents, les personnes handicapées. Dans un pays comme l'Allemagne, c'est très différent. Ce sont les pouvoirs publics qui sont à l'origine de la politique du handicap. Et dès Bismarck. Chez nous, c'est un marqueur fort de la politique du handicap. C'est ce qu'on a expliqué à la représentante de l'ONU qui était venue nous auditionner. Vous avez entendu parler du passage de cette femme, compétente, mais compétente sur le domaine qu'elle connaissait, et pas sur le reste. Chez nous, en France, l'origine, c'est une origine militante, la politique du handicap. C'est une origine militante. Il y a peu de mesures qui ont été spontanément prises par les pouvoirs publics eux-mêmes. C'est dans 80% des cas, allez, je ne vais pas quantifier au pourcentage près, mais le plus souvent, ce sont les intéressés eux-mêmes qui sont à l'origine, les parents et les personnes en situation de handicap. C'est très important. C'est très important pour comprendre la situation actuelle et envisager la situation future. La troisième caractéristique que je voulais mettre sur la table, et ça je le dois beaucoup à la fonction qui a été la mienne à la direction générale de l'UNAPI, c'est qu'au fond, et quand la présidente de l'UNAPI de l'époque, Bernadette Wall, qui est décédée l'été dernier, grande présidente, au fond, quand on a réfléchi à la stratégie qui convenait que ce mouvement adopte, on a conçu les choses autour de deux maîtres mots. Le mot dignité et le mot citoyenneté. Eh bien, le mot citoyenneté, quand on l'a mis sur la table, à l'époque où on a commencé à le mettre sur la table, ça paraissait presque incongru. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Des personnes en situation de handicap intellectuel, citoyens. Eh bien oui. Et d'ailleurs, cette conviction, ce travail-là, Monsieur le Président, de nous aussi, c'est un peu ce qui a précédé l'idée de créer nous aussi. Moi j'étais directeur général à l'époque, ça ne faisait pas l'unanimité, tant s'en faut. Et ça faisait pas l'unanimité pour des raisons qu'il convient de respecter, qu'il fallait dépasser, mais qu'il convient de respecter, parce que l'idée n'était pas dans les têtes que la personne en situation de handicap intellectuel puisse assumer, avec les aides nécessaires, mais puisse assumer sa propre destinée. Et vous avez fait un travail considérable depuis lors. Quand on avait créé Intégrance, il y avait des gens au conseil d'administration de l'UNAPI qui me disaient « Mais t'es fou, toi, ils ne peuvent pas être responsables d'une association, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et quand vous m'avez invité à Vannes, pour votre congrès, c'est le congrès où vous avez été élu président d'ailleurs, un grand congrès donc, j'ai été très touché par le fait que la ministre était venue ouvrir votre congrès. Important. Et puis, les interpellations du juge des tutelles, le matin. Quand j'entends encore ce jeune homme dire « Attendez, moi quand j'ai envie de fumer et qu'il faut que j'attende 15 jours pour que la protection juridique m'autorise à aller acheter mon paquet de cigarettes, ça va bien. » Je me souviens de ces questions-là.
Et puis l'après-midi, il y a eu beaucoup de témoignages sur la vie et la présence des personnes handicapées dans la famille. Il y a eu beaucoup de témoignages. Hein. En tout cas, mais vous avez été réélu. Mes félicitations. On peut l'applaudir. Dignité et citoyenneté, c'est deux maîtres mots importants dans la politique du handicap. Et puis enfin, et puis surtout, avant de conclure, le débat est sur la table, il ne faut pas qu'on l'esquive, c'est un débat légitime. C'est tout le débat qui s'est ouvert autour de la question de l'inclusion, c'est-à-dire de la société inclusive. Il n'y a pas à je pense, c'est une opinion, on peut la discuter, bien entendu, mais je pense qu'il n'y a pas matière à s'opposer d'emblée à ce débat. Ce débat est légitime. Mais, et ce que je vais dire est discutable aussi, hein, quand on aura l'occasion d'échanger, vous pouvez tout à fait penser le contraire. Mais moi, les conclusions que je tire, à la fois de ma fonction de directeur général à l'UNAPI et de délégué interministériel aux personnes handicapées, c'est-à-dire des deux côtés de la barrière en quelque sorte, c'est que ce qui est avant tout attendu, ce qui est avant tout nécessaire pour chaque personne en situation de handicap, à tous les âges, dans tous les milieux, quelle que soit la forme et la gravité de ce handicap. Pour ça, il faut le système adapté. Il faut une réponse adaptée, qui soit durable et qui soit évolutive. Les trois maîtres mots de la politique du handicap, avant le reste, c'est une réponse individuelle, adaptée, évolutive et durable. Et quand on a créé les MDPH, qui sont des institutions dont l'importance est avérée, auxquelles on ne donne pas forcément toujours tous les moyens, et à la fois financiers et à la fois méthodologiques qui seraient nécessaires, les MDPH, les évaluateurs, les pourvoyeurs de réponses, c'est, à mon avis, cette trilogie-là qu'ils doivent avoir dans la tête, monsieur le directeur de la MDPH, ultramoderne, avec les dossiers gérés de manière quasiment interstellaire, etc. Je pense que c'est vraiment, s'il doit y avoir, je pense, un débat humaniste et efficace sur le sujet, il ne faut surtout pas s'enfermer dans des dimensions idéologiques. Il faut considérer la personne et il faut mettre en place un dispositif qui puisse répondre à la personne, à ce qu'elle est, à ce dont elle a besoin. Une réponse adaptée qui puisse évoluer et qui soit durable. Le nombre de parents qui, quand j'étais directeur général de l'UNAPI, j'allais beaucoup sur le terrain, me disaient, je le dis avec émotion parce que chaque fois, évidemment, c'était chargé d'émotion et peut-être que dans cette salle, il y en a qui ont cette anxiété à l'esprit. Beaucoup me disaient, vous savez, ce que l'on souhaite, c'est que nous lui survivions, car on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est l'interpellation majeure qui est adressée au pouvoir public. Si on n'est pas capable de répondre à cette anxiété, c'est que la politique du handicap n'est pas à la hauteur du besoin. Et pour conclure, je dirais que, en m'inspirant de votre slogan, rien pour nous sans nous, une société inclusive, c'est une société qui s'adapte. Il faut surtout qu'elle sache s'adapter. Il ne faut pas qu'elle s'enferme dans des présupposés idéologiques. Il faut qu'elle soit pourvoyeuse des réponses que j'ai qualifiées tout à l'heure.
d'adapté, d'évolutif et de durable. Il y a une autre chose qu'il faut mettre sur la table et qu'on a du mal à mettre sur la table. J'en parlais, je crois, ce matin à vos responsables associatifs. Il y a deux cultures en Europe. C'est très important, ça. Il y a deux cultures en Europe. Il y a une partie de l'Europe... Je ne suis pas trop long? Il y a une partie de l'Europe dont la culture est très marquée par l'héritage protestant. C'est l'Europe scandinave, c'est l'Europe plutôt anglo-saxonne, de l'Est de l'Allemagne, etc. Ce que j'avais remarqué quand j'étais secrétaire général d'Inclusion Europe, qui réunissait l'ensemble des associations en Europe, c'est que dans ces pays-là, l'idée qui domine, l'approche culturelle de la question du handicap, c'est que chaque individu dans une société, quelle que soit sa situation, quel que soit son état personnel, il est doté de talent, elle est dotée de talent. Et par conséquent, il faut que la société soit conçue pour permettre à cette personne de découvrir et de développer et de faire profiter tout le monde de ses talents. Et dans ces pays-là, on a privilégié l'accessibilité. Si vous allez à Stockholm, qui est un modèle d'accessibilité, même si encore il y a des choses à parfaire, mais c'est un modèle d'accessibilité, même le château féodal est accessible. Vous n'avez pas un architecte des bâtiments de Suède qui vient vous dire au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'ascenseur. Ben non, il n'y avait pas d'ascenseur, mais là, on est au XXIe siècle, on met des ascenseurs. Alors en France, j'ai accompagné la mise en accessibilité de l'église de la Madeleine. 8 ans. Et la dernière réflexion en date, de la part de l'architecte des bâtiments... Alors en plus, ils changent, ils sont itinérants. Donc la dernière en date... Alors là, maintenant, il voudrait qu'il y ait une porte coulissante pour entrer à la Madeleine. La Madeleine, je vous en parle parce que c'est le deuxième site le plus visité à Paris. Et alors l'architecte en question, très sincèrement, d'ailleurs je suis une femme très sincère, elle a dit, alors ils veulent faire une porte coulissante. Évidemment, l'architecte en question a dit, il n'y avait pas de porte coulissante quand on a construit la Madeleine. Et pourtant c'est plus récent, c'est pas au Moyen-Âge, ça a commencé au début du XVIIIe siècle. Ah non. Elle dit, c'est pas compliqué. Ils viennent avec leur fauteuil, ils se penchent un peu, puis ils poussent la porte. Alors j'ai dit au président, j'ai proposé au président, il l'a fait d'ailleurs, au président de l'association Madeleine 2000, c'est comme ça que s'appelle l'association, je dis, bah, c'est pas compliqué, la prochaine fois qu'elle vient, vous louez un fauteuil, vous dites, faites-nous la démonstration. Elle n'a pas pu la faire, la démonstration. Donc finalement, maintenant, ben, on a une porte coulissante. Donc, vous voyez, en Europe, il y a vraiment deux approches culturelles. Et il y a une approche... Alors, du coup, je n'ai pas terminé. Du coup, chez nous, l'idée qui domine, c'est que... Ça, c'est l'héritage catholique, solidariste de la Révolution française, etc. L'idée, c'est que dans une société, il y a des gens qui ont, il y a des gens qui peuvent. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas, et des gens qui ne peuvent pas. Et il y a donc un devoir et une obligation hier de charité, aujourd'hui de solidarité, des premiers envers les seconds. Résultat, dans notre pays, on a surtout fait des solutions institutionnelles. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un procès. C'est trop idiot de faire des comparaisons en disant chez nous on est nuls ou on est les meilleurs. Parce que nous, les Français, comme on a quand même le sens de la mesure, soit on se dit les meilleurs, soit on se dit les pires. Mais en fait, il y a une place pour les deux. Il y a une place pour les deux réponses, tout simplement. Il y a une place pour les deux réponses. Et l'accessibilité et la compensation. On retrouve bien notre démonstration du début. J'ai plus trop de trucs à dire. Autre chose que je pense très important, c'est que, et c'est la suite de ce que je viens de vous dire, du coup, étant donné notre dominante culturelle, on présente la politique du handicap comme un effort légitime à effectuer. Et je crois que là, il y a un problème de communication. Et je crois que là, il y a, aussi bien de la part des institutions publiques comme le Défenseur des droits, mais aussi de la part des associations, à démontrer que chaque fois que l'on fait quelque chose à l'intention des personnes en situation de handicap, c'est du mieux-être pour tout le monde. C'est du mieux-être pour tout le monde.
C'est ça qu'il faut marteler. Parce que on est toujours principalement sur le registre un peu... c'est une leçon presque. Oui, il faut le faire, c'est de la solidarité. Oui, oui, bien sûr, c'est de la solidarité. Mais en plus, quand elle est effective, elle profite à tout le monde. Si vous prenez, c'est un exemple qu'on prend souvent, si vous prenez le bus avec sa plateforme amovible, certaines sociétés de bus ont fait la statistique. C'est 20% d'utilisation par des personnes en situation de handicap. Le reste, c'est pour des personnes qui le sont momentanément. Quelqu'un qui a un caddie difficile à monter dans le bus, quelqu'un qui a une poussette ou quelque chose d'équivalent, quelqu'un qui est momentanément ennuyé parce que s'est cassé une jambe ou je ne sais pas trop quoi. Donc, il faut vraiment que l'on ait une démarche qui consiste, avant de demander, à prouver. Ça s'est fait spontanément, ça. À mon avis, c'est une manière d'approuver ce que je dis. Mais ça, je pense que sur le plan de la communication, c'est un point très important. Il faut qu'on explique aux gens que l'effort qui leur est demandé, car c'est un effort collectif qui leur est demandé, ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Et il faut d'autant plus le faire qu'on est en train de s'engager, enfin, pour la 4e fois, depuis 18 ans, sur la question de l'organisation de notre solidarité et de notre prévention face à la dépendance liée à l'avancée en âge. Il ne faut pas confondre les deux, mais c'est très lié. C'est très lié. Et ce que l'on fait aujourd'hui pour une personne en situation de handicap, ça va certainement nous servir demain quand, à notre tour, inévitablement, moi je vais être très optimiste, inévitablement, du fait des déficiences que nous connaîtrons, du fait de notre avancée en âge. Donc, question du manque d'autonomie et de la perte d'autonomie, j'ai un regret. Vous savez sans doute, j'ai réalisé un rapport sur l'avancée en âge des personnes handicapées, en 2013. On va d'ailleurs, ça fait 5 ans, on va la semaine prochaine ou dans 15 jours faire un bilan de ce qui a été réalisé. Vous pouvez toujours le consulter, hein, il est sur le site de l'IGAS. Alors il y a 3 tomes, mais celui qui est le plus opérationnel, c'est le premier. Il n'est pas très long, rassurez-vous. Et puis il y a même un film qui l'illustre. Là-dessus, on est au point mort. Là-dessus, on est au point mort. Il faut vraiment que la question de l'avancée en âge des personnes handicapées soit que vous revendiquiez. C'est une suggestion que je vous fais. Que nous, chez le Défenseur des droits, on soit extrêmement attentifs à ça. Pour faire simple, la personne handicapée qui vieillit, qui avance en âge, son handicap d'origine peut se creuser du fait de l'avancée en âge, et d'autres handicaps peuvent survenir du fait de l'avancée en âge de tout le monde. Bon. Donc ça s'anticipe, et ça s'accompagne. Or, pour l'instant, il n'y a pas de politique publique sur le sujet. Tout est laissé à l'initiative des acteurs, en particulier des acteurs associatifs. Donc ça, c'est une question importante. Mais on n'est pas entendu. On n'est pas encore entendu. Oui. Il faut que vos mouvements soient énergiques là-dessus. Ils vont avoir l'opportunité, hein, puisqu'il va y avoir des consultations, etc. etc. Nous-mêmes, chez le Défenseur, on fera un avis circonstancié sur le sujet. Il est probable d'ailleurs qu'on vous auditionne sur ce sujet-là. Bon, il nous reste aussi la capacité juridique. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, pour terminer mon propos, je pense que finalement, l'action que vous menez, l'action que les pouvoirs publics mènent, parce qu'il n'est pas question de dire que rien n'est fait. Ce ne serait pas crédible. Et si on veut qu'il y ait plus, il faut reconnaître ce qui est déjà fait. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Mais, au fond, quand on regarde les choses de près, la politique du handicap, c'est une politique éminemment républicaine. Quand vous rendez les choses accessibles, vous créez de la liberté pour des gens qui jusque-là n'en avaient pas.
quand vous compensez la déficience et ses conséquences physiologiques, vous travaillez pour l'égalité. Et quand vous mobilisez autour de la question du handicap, les collectivités territoriales, l'État, les acteurs associatifs, etc., c'est un ferment de fraternité. Donc, la question du handicap conduit à une politique exemplaire. Alors, c'est difficile de l'obtenir, c'est difficile de la conduire, de la piloter, mais c'est une politique éminemment républicaine. La liberté par l'accessibilité, l'égalité par la compensation et la fraternité par la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductif de nos échanges. Merci, M. Goé. Avant peut-être de vous laisser la parole, lorsqu'on avait échangé ce matin, vous nous avez fait part de certaines de vos inquiétudes quant au polyhandicap. C'est un sujet sensible qui aujourd'hui n'est pas forcément évoqué. Et je souhaiterais avoir un peu votre ressenti sur le sujet. Bien sûr, c'est un sujet très important. J'ai parlé tout à l'heure de l'avis qui avait été rendu par la représentante de l'ONU quand elle est venue en France. Je pense que la note qu'elle a délivrée est une note incomplète. Parce que je pense que c'est une note qui ne tient pas compte de ce que, en France, la politique du handicap couvre toutes les formes et toutes les gravités du handicap. Et cette contribution de cette représentante exceptionnelle de l'ONU soulève tout simplement, c'est pas la peine de tourner autour du pot, soulève ce que l'on met derrière le concept d'inclusion et ce que l'on met derrière la notion de société inclusive. Objectif généreux, opportun, incontestablement, mais qu'est-ce que l'on met derrière ? Qu'est-ce que l'on met derrière ? Et je pense que le processus qui est susceptible d'être mis en cause, d'être mis en route, pourrait rendre difficile l'accueil et l'accompagnement des plus handicapés. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Puisque très souvent, on cumule inclusion et désinstitutionnalisation. Quand j'étais secrétaire général d'Inclusion Europe, la partie orientale de l'Europe rejoignait l'Union. Et dans les anciens pays de l'Est, l'institution était souvent un lieu privatif de liberté. C'était une prison politique qui ne donnait pas son nom. C'est clair. Donc quand ils ont rejoint l'Union européenne et qu'ils parlaient de leurs institutions, on avait dit il fallait réfléchir sur les conditions qu'il convenait de poser à leur intégration progressive au sein de l'Union. C'est-à-dire la transformation de leurs institutions, de beaucoup de leurs institutions, en institutions telles que l'on peut les concevoir, et telles qu'on les a conçues depuis qu'elles sont mises en œuvre. Alors il fallait trouver un mot, parce que le défi que l'Union européenne doit toujours relever, c'est la question des mots. La question des mots. Pour que ça puisse être entendu de la même manière par toutes les composantes. Celles qui parlent français, celles qui parlent allemand, celles qui parlent anglais, celles qui parlent espagnol, etc. Et le mot qui s'est imposé, c'est inclusion. Inclusion en français, inclusion en anglais, inclusion en espagnol. Donc c'est ce mot qui a été retenu. Et petit à petit, on a, à juste titre, disserté, réfléchi sur la notion d'inclusion. Et la notion de désinstitutionnalisation s'est invitée dans le débat immédiatement. Donc, ce que la société française doit faire, premièrement, c'est maintenir le fait que chez elle,
quelle que soit la gravité du handicap, la personne en situation de handicap relève de la politique du handicap. Il est d'autres pays en Europe où les grands handicapés ne relèvent pas de la politique du handicap. Celles et ceux qui aujourd'hui relèvent de la politique du handicap, qui sont très gravement handicapés, dans d'autres pays, présentés comme étant avant-gardistes, ces personnes-là, vous les trouvez notamment dans des structures où vous accueillez par ailleurs des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'en ai visité. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ça engage mon institution. La politique du handicap doit, en toute hypothèse, répondre à la situation et aux besoins de toutes les catégories de personnes en situation de handicap. C'est primordial. Donc, à la clé de cette affirmation se pose la question des institutions. Les institutions, on ne va pas leur faire de procès inopportun. D'abord, elles ont répondu depuis des décennies à beaucoup de besoins auxquels on ne répondait pas jusque-là. Premier point. Deuxième point, qui est tout aussi évident, elles sont perfectibles, les institutions. La loi 2002 est une loi qui a fait progresser les institutions. Bon, les conseils de la vie sociale, si c'est la direction de l'établissement qui le met en place, c'est pas tellement représentatif. Mais il y a eu des progrès de réaliser. Donc, et que l'institution continue de progresser en se concevant, mais de manière effective, comme un moyen d'inclusion. C'est ça l'enjeu de l'institution. Je pense qu'on passerait à côté de la richesse du concept d'inclusion si ça se traduisait par une bataille rangée entre le monde ordinaire et le monde spécialisé. Je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique que ça. Ça, c'est toujours le risque en France. C'est qu'on doctrinalise les concepts et les rapports entre les situations différentes. Que les institutions se repensent et qu'elles se repensent pour être des moyens d'inclusion, individuels et collectifs, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que j'en parlais aux différents présidents ce matin. Il n'y a pas très longtemps, j'ai visité avec des chefs d'entreprise, des journalistes, des élus, etc., une maison d'accueil spécialisée. Et j'ai lu au fur et à mesure de la visite grandir la stupéfaction chez les visiteurs de ces institutions. Parce que c'est une réalité humaine, mais c'est une réalité humaine qui n'est pas toujours connue. Bon. Et alors je racontais ce matin que j'ai eu un allié de taille dans cette visite, c'est l'espace Nos-Hélènes. Quand j'ai vu qu'il y avait un espace Nos-Hélènes, je les ai emmenés dans cette direction-là. Et puis je leur ai dit, est-ce que vous connaissez les espaces Nos-Hélènes? Ils m'ont dit, non, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai expliqué ce que c'était. J'ai dit, essayez. Et il y avait un industriel important. Et je lui ai dit, vous connaissez le matelas d'eau? Il me dit, non, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, essayez, c'est un matelas d'eau. Et il ne se relevait pas. À un moment donné, je lui ai dit, il faut quand même qu'on parte. Oh, il me dit, écoutez, je vois la fin de la crise. L'atmosphère était disponible pour... Et je leur disais, ça, ces réalités de vie que vous êtes en train de découvrir, puisque manifestement vous ne saviez pas que ça existe, c'est extrêmement important, parce que c'est un enjeu sociétal. Et je leur disais, pardon, pour celles et ceux qui peuvent avoir des enfants concernés, qui peuvent l'être comme parents ou comme professionnels, pour avoir fait faire des statistiques par la documentation de l'UNAPI, pas très loin de chez nous, il y a une 60aine d'années, celles-là et ceux-là, on ne prenait même pas la peine de les laver, avant la destinée que, vous avez compris, on leur réservait.
C'est à la capacité qu'a une société d'accueillir, d'accompagner les plus déshérités d'entre ses membres que l'on mesure la qualité d'une société et sa qualité pour tous les membres de la société, quelles que soient leurs difficultés, leur statut social, leur réalité physique, etc., etc. Donc, c'est d'un enjeu considérable dans une société dont les critères dominants sont esthétiques, de compétition, de réussite, et une société doit pouvoir réussir pour apporter à chacun de ses membres, par l'effort de solidarité, de quoi vivre décemment. C'est vraiment un enjeu. Quand j'ai préparé mon rapport sur l'avancée en âge des personnes handicapées, et je termine là-dessus, à la fin des réunions que je pouvais avoir avec des élus, des journalistes, des responsables associatifs, etc., je leur posais toujours la question suivante. Est-ce que vous pensez que la société française aura toujours la volonté et les moyens et la volonté, parce que c'est interactif, de prendre en charge, d'accompagner, d'accueillir, d'accompagner, d'aider à vivre décemment les plus déshérités d'entre nous? Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais entendu un responsable administratif, un élu, etc., me donner une réponse. Ça ne voulait pas dire que ce n'est pas une question qui se posait. Ça voulait dire que c'est un défi devant lequel la société française est confrontée et qu'elle doit relever. Et je pense que le handicap, et en particulier le handicap intellectuel, avec toutes les formes qu'il peut connaître, c'est un handicap qui est de nature à inspirer les réactions de la société française face à ça. C'est très important. Je pense qu'effectivement, il faut que nous soyons vigilants quant à l'inclusion, non pas telle que vous l'avez définie, mais telle qu'on veut nous l'imposer, et que justement cette inclusion-là ne soit pas source d'exclusion, je pense.